Bonjour à toutes et bonjour à tous, et nous revoici pour une nouvelle vidéo. Et oui, je sais que cela faisait longtemps et je risque d'en décevoir certains, mais ce n'est pas mon grand retour, c'est juste que, voilà, je parlais avec un ami qui est également informaticien, en l'occurrence il est dans le développement, et il me disait que, en fait, en vrai, le hacking, c'est pas comme dans les films, hein, on tape pas 3 lignes de code et pouf, ça y est, on est admin du PC, on est rentré dans les données mobiles, on peut leur voler tous les messages, on peut subtiliser des bases de données assez facilement, etc. Et pour lui, c'était vraiment quelque chose, on va dire, réservé aux initiés, aux gens qui traînent sur le dark web, qui connaissent les outils un peu chelous, pas très bien distribués, enfin voilà, pas très connus. Euh, C'était une sorte de caste, en fait, hein, j'ai envie de dire. Et j'étais là, pas du tout, en fait. En vrai, on utilise Google et on utilise YouTube et on trouve plein de ressources sur ce que l'on souhaite faire et comment arriver à ce résultat-là. Parce qu'il faut bien comprendre que le piratage en soi n'est pas forcément condamnable, n'est pas illégal. Il y a même des professions, des hackers éthiques, qu'on appelle des white hats, qui sont payés pour faire des tests d'intrusion, pour voir la robustesse des réseaux, pour voir la robustesse des protections mises en place, et c'est également dans les formations de cybersécurité, où bien entendu pour savoir se défendre, il faut savoir également comment est-ce qu'on peut attaquer et comment est-ce qu'on peut essayer de parer cela. Donc cette connaissance, j'ai envie de dire, n'est pas forcément illégale. Bien sûr, ce qui est illégal, c'est de l'utiliser sur des matériels dans lesquels on n'a pas les autorisations nécessaires pour le faire. C'est pour ça, pareil, là je vais vous montrer des trucs, etc. N'utilisez que sur des matériels où vous êtes autorisé à le faire. Sinon, vous allez avoir des problèmes avec la justice, tout simplement. Et attention, il me dit oui, mais non, mais je te parle pas du phishing ou d'autres techniques d'ingénierie sociale pour aller, on va dire, abuser d'un utilisateur pour qu'il nous confie des accès privilégiés. Non, je parle de pénétration, donc des vrais pen tests. Et je dis oui, non, mais ça aussi, ça se trouve assez facilement en vrai. Et il y a même accessoirement pas forcément besoin d'ultra compétences techniques. Toctel. Et là, c'est bien beau, hein, je le dis, je parle, etc. Mais concrètement, comment ça marche, hein. À un moment, il faut se lancer. Donc, ce que je vous propose, c'est tout simplement d'utiliser, ici, vous voyez, j'ai une VM hein, qui s'appelle Kyoptrix et qui est en fait un environnement de pentesting qui est d'un niveau facile, qui va nous permettre un peu de voir comment on peut essayer d'accéder à cette machine en mode root. L'objectif, le but du jeu, c'est d'arriver à être root sur cette machine. Sachant que je ne connais pas le mot de passe, ni du compte root, rien, je ne sais pas comment me connecter à cette machine, elle est là, elle est installée, mais je ne sais pas comment y accéder. Et le but, c'est que malgré tout ça, j'y arrive, et je vais vous montrer comment. C'est tout le but du défi. Pour ceux que ça intéresse, alors je suis désolé, cette vidéo elle va être un petit peu plus longue que d'habitude parce que déjà je pense que je ne vais pas en faire une série et puis surtout, en fait moi c'est pas mon cœur de métier, hein, qu'on soit clair. Comme je dis, j'ai eu des cours de cybersécurité, je m'y connais parce que aussi voilà, je m'y suis penché. Mais déjà, je suis loin d'être un cadre dans le domaine, donc je n'en ferai pas une série. Et puis voilà, ce que je risque de vous montrer risque d'être potentiellement dépassé, alors ça marchera toujours. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il doit sûrement y avoir des outils encore plus puissants maintenant, des choses que je ne connaisse pas. Voilà, je suis pas. On peut dire, je l'ai fait en amateur pendant quelques années et depuis, j'ai plus suivi le mouvement, donc on va dire que ma veille n'est plus à jour. Mais voilà, je vais quand même vous donner quelques tips, et notamment, Yann, comment t'as pu récupérer ce super environnement? Et en fait, j'ai utilisé un site qui s'appelle Vulnub, qui propose en fait différentes VM avec plusieurs niveaux. Là, on peut voir par exemple Easy, Medium, voilà. Ça vous propose plusieurs environnements avec chaque fois un défi. Hein, c'est du capture de flag, devenir route. Et le but, c'est, voilà, parfois ça va être plutôt du web, parfois ça va plutôt être
purement réseau, purement OS, purement logiciel installé sur cette machine. Mais voilà, ça propose c'est littéralement des jeux, hein. Vous prenez un environnement et vous vous amusez à essayer de rentrer dedans. Et typiquement, il y a Kyoctrix qui est une série d'environnements qui est plutôt, on va dire, facile pour, on va dire, plutôt les débutants. Et donc c'est une très bonne façon de mettre le pied à l'étrier. Alors moi derrière, je vais utiliser comme environnement Kali Linux. Alors pourquoi Kali Linux? C'est très simple, c'est quand même un environnement qui a l'avantage d'avoir plein d'outils déjà installés. En vrai, vous pouvez totalement partir sur une base Linux classique et installer les outils. L'avantage de Kali Linux, c'est que tout est déjà prêt à l'usage. Mais voilà, les outils que je vais utiliser, vous pourrez les retrouver. Et je prends Linux parce que c'est comme ça que j'ai l'habitude, c'est comme ça que j'ai appris, hein, tout simplement. Mais je suis sûr qu'il y a des équivalents sur Windows et sur Mac. Bon, alors tout d'abord, on va ouvrir un terminal et déjà, moi, qui je suis? Je parle en termes d'adresse IP. On va faire un ifconfig, donc moi je vois que je suis sur le 192.168.1.20. Alors là, dans un premier temps, on va faire une phase, on va dire, exploratoire, hein. Je vais voir qu'est-ce qu'il y a sur le réseau, afin notamment de retrouver ma machine cible. Parce qu'aujourd'hui, je ne connais même pas l'IP de ma machine cible. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un outil qui s'appelle Nmap. Nmap, c'est quelque chose de vraiment pratique qui va vous proposer de faire plein de choses, qui va vous permettre de scanner les différents ports de machines, qui va essayer de balayer toutes les machines d'un réseau, qui va vous permettre d'essayer de découvrir quel est l'OS, d'avoir par exemple les versions des différents services qui sont installés et qui ont un port ouvert, par exemple la version des SSH et autres. Donc tout simplement, moi comme je suis visiblement sur le réseau 192.168.1.0, et je vous propose tout simplement de faire un nmap de 192.168.1.0/24. Et je lance la commande. Ça peut prendre un peu de temps. Ça a été assez rapide. Je voulais vous montrer que quand vous appuyez sur Entrée, en fait, ça vous dit globalement où est-ce qu'il en est dans le parcours de sa liste. Et du coup, ça vous permettait de voir, mais là, j'ai même pas eu le temps. Alors, qu'est-ce que l'on a sur cet environnement? Donc, nous avons une machine de point 1. Donc ça, c'est sûrement le routeur. Donc quand on dit le routeur, c'est sûrement la box tout simplement, ça va être sûrement ma passerelle. Donc 22 c'est moi. Et là, hop, j'ai une machine qui est 104. Tiens, c'est une autre machine. Ça peut être intéressant. Et qu'est-ce qu'elle a, cette machine? Elle a du HTTP, elle a du SSH, elle a du Samba. Donc là déjà, j'ai envie de dire, j'ai pu identifier l'IP de la machine cible. D'ailleurs, il s'appelle le PC122. Ce que je peux faire maintenant, c'est faire un Nmap plus approfondi, où cette fois, je vais utiliser un SV, et je vais faire mon URL, donc 192.168.1.104, et je vais également faire un P- alors je vais expliquer quand même, -SV c'est pour avoir les versions des services des ports actifs, et par défaut il faut savoir que Nmap ne prend que les 1000 premiers ports. L'idée de mettre un -P- c'est lui dire vas-y tu me scannes tous les ports sur cette machine. L'idée c'est de voir quels sont les services qui sont ouverts. Alors vous allez me dire, mais c'est dommage, on l'a déjà ici. Pourquoi? Et là, l'avantage, c'est d'essayer d'aller récupérer des numéros de version. Et à partir des numéros de version des programmes qui sont derrière, aller essayer de chercher un exploit qui est derrière. Alors, qu'est-ce que nous avons? Donc nous avons du OpenSSH. Donc ça, il y a moyen de moyenner, j'ai envie de dire.
du Apache, ouais. Ça aussi, la version de SSL peut être intéressante, je pense. RPC Bind, nous avons du Samba. Alors, généralement, je ne veux pas critiquer, mais généralement, Samba, ça sent bon. Donc là, dans l'idée, je vais aller partir, j'ai plusieurs pistes sur lesquelles je vais partir sur du Samba. Allez, soyons fous. Alors le problème, c'est que Samba, on n'a pas pu avoir la numéro de version. Ce que je peux faire, c'est on va lancer Metasploit. Donc je vais faire un NTF console. Metasploit avec un S. Tralala. Et ça marche tout de suite mieux. Metasploit Framework. Alors, dans l'idée, là, on va chercher à avoir la version, j'ai dit Samba. Et ben, on va faire un search Samba version. Ça me paraît, il me semble qu'il n'y a quand même pas beaucoup de résultats pour SMDB. Je crois que je vais plutôt faire une recherche sur SMD version. J'aurai peut-être plus de résultats. SMB. J'ai du mal, hein, c'est terrible. Hop, donc là on peut voir tous les exploits et il y en a un qui nous intéresse, c'est celui-là. C'est le seul où il y a version dedans. Et ben écoutez, utilisons, donc faisons un use 9. Donc là en fait Metasploit, c'est vrai que j'ai pas expliqué, bravo la didactique. Du coup Metasploit c'est un outil qui globalement a une référence à des tonnes et des tonnes d'exploits qui sont enregistrés, qui va vous permettre d'être ensuite lancé sur votre machine ou sur votre cible pour récupérer des informations ou exercer un hack. Donc là typiquement ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit vas-y on va utiliser ce hack là pour aller récupérer la version de SMB version. Pour voir ce qui prend en paramètre, on fait un show options et voilà, on peut voir qu'il a un remote host, donc ça va être il faut que je mette l'IP de ma cible, donc je vais faire un RS host de 192.168.1.104. Hop, donc là j'ai cité, du coup bah, il me reste plus qu'à faire un exploit et là je lance l'attaque. Ouf, alors du coup nous sommes en Samba 2.2.1 et ça c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant Yann? Et parce que derrière on va faire un search de cette version là. Oh, il ne trouve pas d'exploit. Et ben c'est pas grave, on va utiliser un autre outil qui est vachement bien, qui s'appelle Google. Hop. Exploit. Hop. Une grande outil de référence, ExploitDB. Hop. On peut voir qu'on a une CVE à exploiter. Donc c'est plutôt cool. Remote Code Execution, on va pouvoir exécuter du code à distance. C'est ce qui nous intéresse. Donc l'idée c'est très simple, on récupère le code de CVE. Et ici on va faire un search de ma CVE et pouf il l'a trouvé. Donc là on peut voir qu'il y a différents hacks en fonction qui utilisent cette CVE par environnement. Donc nous on est sur du Linux, donc moi je vais utiliser le 1. On va faire un use 1. Là encore on va faire un show options. Donc il est bien sur le port 139, il me semble que c'était bien ce port là. Ouais, c'était bien ce port là où il y avait Samba. Et du coup, ben, hop, je vais récupérer le set que j'ai fait juste avant. Hop. Et ben du coup, lançons notre exploit. Linux. Hop.
Donc là en fait c'est du buffer overflow et du coup en fait on va s'en servir de ça pour essayer d'écraser le return et ça fait un réseau de die. Alors ça c'est dommage, je vais arrêter. On va essayer de changer de payload. Set payload. Est-ce qu'on va bien essayer de chercher un générique TCP, non shell plutôt. Shell. Je vais pas arrêter ce coup. Voilà. Alors je disais set payload générique. Hop. Shell reverse TCP. Hop. Et là on va retenter. Exploit. Hop, c'est bon. On est arrivé à ouvrir une session. Et ben maintenant, grande question. Où am I? Tada! Je suis root. Et si je fais un ifconfig, c'est dommage. Je suis trop bête, c'est hostname tout simplement. Voilà. Et on voit bien que je suis dans la machine Keoptrix level 1. Et donc je suis en route. Voilà, c'était ultra rapide, vous voyez. Alors là, vous allez me dire, ah ouais, mais t'as utilisé des trucs tellement chelous que je ne connais pas, Metasploit et compagnie. Si on fait un point sur ce qui s'est passé. J'ai utilisé un outil qui s'appelle Metasploit, qui est, on va dire, qui référence énormément de CVE, c'est-à-dire des Common Vulnerability and Exposure. C'est-à-dire des choses des failles, des exploits que l'on va pouvoir utiliser pour avoir différentes informations, pour avoir de l'augmentation de privilèges, pour avoir des informations sur la machine, notamment les versions, comme vous avez pu le voir, de certains composants. Tout simplement devenir root, faire du reverse shell. Une fois que je suis sur root, je peux faire ce que je veux de toute façon sur le PC. Donc vraiment, être root, c'est le meilleur des hackings possibles. Arriver à faire du reverse shell, quand ça marche, c'est toujours positif. Alors du coup, je vais quitter ça. Board session, yes. On va carrément quitter Metasploit. Oh oui, tac. Et on va essayer de trouver un autre moyen de rentrer. Alors, vous avez vu que moi j'ai utilisé en l'occurrence un outil qui s'appelle Nmap qui m'a permis de voir quels étaient les ports ouverts et quels étaient, on va dire, les logiciels qui étaient derrière et qui utilisaient ces ports. En tout cas, on va dire quel protocole. Et bien là, je l'ai fait moi-même. Vous avez bien compris. Là, ce que je vous propose, c'est d'utiliser un autre outil que je vais appeler, qui s'appelle Nikto. Et qui lui va faire la même chose et qui va nous conseiller, on va dire, les attaques qui seraient intéressantes de faire. Donc je vais faire Nikto et je vais faire le 192.168.1.104. Et parce que c'est... Hop, je mets un tiret H. Voilà, là il est en train d'analyser, il est en train de regarder, globalement il nous dit, voilà, Apache par exemple peut être vulnérable à une attaque XSS, il nous donne même le numéro de la CVE et un lien pour aller, donc là ça nous parle effectivement que du SSL qui semble dépassé. Moi, ce qui m'intéresse, hop, c'est qu'on peut faire donc du remote buffer overflow et ce qui nous permet d'avoir un remote shell. Et ça, en règle générale, c'est plutôt cool. On peut utiliser un exploit sur les versions 2.8.4 jusqu'à 2.8.7 et nous sommes en 2.8.4, donc ça tombe bien, on devrait pouvoir abuser
de cela. Donc ce qu'on va faire, et là encore je vais pas utiliser un outil, je vais pas utiliser Metasploit. Globalement ce que je vais faire c'est, je vais aller sur internet. Et ce que je vais faire c'est que je vais faire exploit. Hop, je tombe sur un GitHub. Voilà, il m'explique les choses, il me dit que c'est un. Et globalement, il me met ici toutes les étapes à faire pour avoir un exploit. Donc là, bah, pareil, j'ai qu'à suivre. Donc vous voyez, GitHub, hein, c'est pas du Darknet ou quoi que ce soit. Hein. Hop, ce que je vais faire, c'est que, hop, donc je vais quand même créer un petit dossier, un mkdir, que je vais appeler TMP, hein, que je supprimerai plus tard. Hop, je vais dedans et là du coup je vais copier le git clone. Ok. Ensuite il faut que je fasse un apt-get. Très bien. Il veut pas, on va mettre un sudo. Voilà. Il est temps de compiler, mais je pense qu'il faut peut-être que je rentre dans la solution. Ouais. Hop. Là-dedans, je devrais avoir voilà, openfed.c. Ah, j'aurais peut-être pas dû le dire l'autre fois. Hop, je lance. Alors j'ai des erreurs, mais est-ce que c'est que des warnings? Warning. Il n'y a pas vraiment d'erreur. J'imagine qu'après je vais lancer le fichier .o. Du coup, est-ce que je l'ai bien généré? Je l'ai bien généré. Du coup, bah ouais, après c'est run l'exploit. Ok. Et bien, c'est ce qu'on va faire. Ici, il va falloir choisir la version de Linux que l'on souhaite utiliser. Alors, du coup, il n'y a qu'à regarder un peu le Mictou qu'on avait. C'était du Red Hat. C'était du Apache 1.3.20 avec du SSL. Ok. Alors, nous disons Red Hat. Tac, c'est là. Pourquoi il y en a deux? Bon, on va tester les deux, hein, ma foi. Si le premier ne marche pas, j'utiliserai le deuxième. Allez, hop. Il faut que je mette l'URL, l'adresse IP que je veux pirater. 104 et un nombre d'overflow, c'est ça? Ça y est. Ah merde. Il m'a fermé le shell direct. Bah écoutez, on va tenter celui d'après, donc c'était le 6B. Ah, on ferme également. Augmentons le nombre de... J'ai oublié le port. Je suis fatigué. Je me fatigue moi-même, vous savez. C'est le port évidemment 443. Ah, bizarrement ça marche mieux. Ils auraient pas pu mettre le 443 par défaut quand même là. Enfin bref. Donc là, si je fais un who I am, ah, je suis root. Et si je fais un host name, je suis bien sur ma machine Captree level 1. Au final, c'était pas si compliqué. Et au final, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur Google, j'ai suivi
un guide qui me mette toutes les réponses. Vous voyez, il y a plusieurs choses. Là, vous allez dire, ouais, mais t'es pas un hacker, là, tu fais pas des scripts. Tu les utilises tout fait. Bah oui, pourquoi on inventerait la roue, en fait? Je veux dire, on a plein d'outils développés par d'autres, certes, mais on a plein d'outils à notre disposition qui marchent. Voilà. Une grande partie des hackers, globalement, utilisent des scripts faits par d'autres, et c'est logique, en fait. C'est le principe, c'est communautaire, entre autres. Et donc, il n'y a rien de mal à utiliser, effectivement, simplement des résultats qu'on trouve sur Git, des outils qu'on retrouve tout simplement sur des bases de CVE, donc par exemple sur ExploitDB ou sur Metasploit Framework. Donc voilà, en fait, soit on utilise une base de données de CVE, on cherche les CVE et on essaye ensuite de les exploiter, soit tout simplement on va sur Google, on cherche des guides comme ça, des petits projets qui nous donnent des commandes qui vont bien, qui nous donnent des codes. Alors ça peut être du C, je vois que c'est du C puisqu'on l'a compilé avec GCC, mais il peut aussi y avoir des scripts Python, etc. à exécuter, et on les exécute et pouf, ça fait le travail. Et moi j'ai même pas forcément, enfin là vous avez vu, j'ai utilisé OpenFuck. Je ne sais absolument pas comment ça marche derrière. Je l'ai pas regardé. Je peux regarder le code, il est là, je peux l'ouvrir, et je peux voir, essayer de comprendre ce qu'il essaye de faire. Mais ça m'intéresse pas. Pas forcément. Je l'ai utilisé, j'ai vu que ça marche. Ça n'aurait pas marché, je serais passé sur un deuxième lien. Et c'est ça en fait le hacking, c'est juste, on a une base d'exploits, on a des outils qui sont très pratiques, et on les utilise, et ces outils ils sont pas cachés. C'était le message que je voulais faire passer. Vous avez vu là, pas deux manières différentes, on est capable d'accéder en route, donc c'est quand même le plus haut niveau d'habilitation qu'on peut avoir sur un environnement Linux, et ça a été assez rapide. Enfin, la vidéo, elle va me dire elle va être longue, mais c'est parce que surtout je fais beaucoup de blabla en vrai. Et puis parce que comme je fais pas ça tous les jours et que j'ai dû un peu chercher mes commandes, mais je veux dire, ça revient très vite. Donc voilà, enfin, ce que je voulais montrer, c'est que si on est un peu débrouillard, n'importe qui peut être un hacker. Je fais toujours le message, le disclaimer, si ça vous intéresse, il n'y a pas de souci. Par contre, faites-le sur des environnements dans lesquels vous êtes habilité, dans lesquels vous êtes autorisé à le faire, quoi. Ou alors, vous prenez des VM, comme c'est le cas là, pour vous amuser, et si c'est le challenge qui vous plaît, voilà, allez sur Vulnub, prenez des environnements et essayez de les craquer. Enfin bon, je pense que j'ai assez vu mon propos. Alors là, vous allez me dire, oui mais Yann, t'es sur des VM qui sont faits exprès pour être craqués, donc en plus c'est un niveau easy, je veux dire, tout le monde n'utilise pas Samba, tout le monde n'utilise pas des versions SSL dépassées. Alors déjà, vous serez quand même étonné des non-mises à jour de vulnérabilité. Enfin, des non-mises à jour des outils qui derrière ont des CVE que l'on peut exploiter, évidemment. Évidemment, ceux qui font les scripts, c'est des dieux, c'est les mecs qui sont... faut aller le sortir, le truc. Mais, derrière, en fait, la plupart du travail normal d'un hacker, en fait, c'est juste d'utiliser ces scripts. Et ils ont même pas forcément besoin de savoir comment ça marche derrière. Évidemment, après, on peut toujours avoir la curiosité, etc. Et du coup, si c'est tout bon, moi, je pense que je vais m'arrêter ici. Je vous souhaite quand même une bonne journée. Et une prochaine fois, peut-être, on ne sait pas. Qui sait. Allez, à plus.